Bienvenue sur Cardio Online pour une nouvelle série de programmes intitulée La SFC répond à vos questions. Les dernières recommandations de l'ESC consacrées à la fibrillation atriale ont été publiées récemment. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont particulièrement riches de nouveaux concepts, riches d'informations pratiques. Il nous est donc paru particulièrement intéressant de les disséquer et de les disséquer presque chapitre par chapitre, pour tenter de répondre aux questions qu'on se pose, que vous vous posez. Et pour ce premier chapitre, qui va être consacré à la définition, aux facteurs de risque, au diagnostic de la fibrillation atriale, j'ai le très grand plaisir d'être avec le professeur Ariel Cohen, chef de service de cardiologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et bien sûr, président de la SFC. Bonsoir Ariel. Bonsoir Serge, bonsoir tout le monde. Et pour commencer, Ariel, comment on peut définir la fibrillation atriale à la lecture de ces recommandations? Mes chers amis, aujourd'hui, la tâche que m'a confiée Serge, que je remercie pour le caractère remarquable de ce programme qu'il a mis en place avec l'aide de nos partenaires Bayer, m'a posé une question qui finalement peut paraître à la fois triviale et peut-être particulièrement difficile. Sans vous considérer bien sûr comme des étudiants, je vous ai rappelé l'évidence. Il y a donc plusieurs types de fibrillation atriale, vous les connaissez. La fibrillation inaugurale, c'est la fibrillation atriale qui était inconnue auparavant, c'est important. Et puis, on a tendance à opposer la fibrillation atriale paroxystique qui date de moins de 7 jours ou qui est spontanément résolutive, de la fibrillation atriale permanente que finalement, le malade comme le médecin ont renoncé à ramener en rythme sinusal. Et entre les deux, il y a donc cette notion de fibrillation atriale persistante qui, justement, va perdurer au-delà de 7 jours. Et on a défini, pour des raisons bien compréhensibles, qui seront discutées au cours justement de ces sessions, plus tardivement, la fibrillation persistante prolongée, qui justement permet de ne pas la considérer comme permanente et donc de proposer une stratégie de contrôle du rythme, car cela permet, on le verra d'ailleurs, de corriger les effets délétères de la fibrillation atriale. Alors, vous devez oublier quelques termes qui vous ont été enseignés. La fibrillation atriale isolée, la fameuse lone atrial fibrillation, doit disparaître de votre vocabulaire et du nôtre, car ça correspond simplement à un défaut d'investigation de l'étiologie. La fibrillation va parce que, bien sûr, elle est à la prothèse mécanique, mais par ailleurs, une valvulopathie peut être associée à la fibrillation atriale, et donc, il y avait une confusion. Et donc, la terminologie est modifiée, et enfin, la fibrillation atriale chronique ne doit plus exister dans votre vocabulaire. Il nous reste donc à raisonner en fibrillation atriale maintenant clinique et fibrillation atriale infraclinique. Alors la fibrillation clinique, c'est simple, elle est prouvée par un électrocardiogramme de surface, comme c'est indiqué d'ailleurs dans les recommandations. Vous voyez qu'il faut un enregistrement ECG standard de 12 dérivations ou bien sûr une dérivation avec une trace en fibrillation atriale de plus de 30 secondes qui montre donc une arythmie cardiaque avec des ondes P qui ont disparu. Et puis, on oppose, sans l'opposer vraiment, la fibrillation atriale infraclinique qui est définie donc par ces fameux épisodes d'hyperexstabilité atriale détectés par des dispositifs implantables de plus de 30 secondes, battant à une cadence de plus de 175 battements par minute. Et c'est important parce qu'on va le voir tout à l'heure, la charge en FA, ou si vous préférez, le temps que passe votre patient en fibrillation atriale, va déterminer une partie du risque. Alors toujours pour cette définition, pour que l'on parle tous de la même chose, cela permet donc, sans entrer dans le détail, de bien distinguer ces entités cliniques et infracliniques, mais vous avez compris que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est que le risque thromboembolique artériel est lié non pas à cette définition, mais à la survenue d'épisodes de fibrillation atriale plus ou moins soutenus, plus ou moins fréquents, plus ou moins prévalents dans le nictémère. Et quel que soit finalement le mode de détection de la fibrillation atriale, je vous ai mis ici à gauche
tous les dispositifs qui permettent de préjuger de la présence d'une fibrillation atriale, mais sans la documentation électrocardiographique. Et à droite, je vous ai mis tout ce qui permet de confirmer la fibrillation atriale, et je vous ai mis les valeurs diagnostiques de ces différents appareils, implantés ou non, qui permettent de montrer que la qualité de la détection est très bonne et la fiabilité est également au rendez-vous. Et donc, le screening, la détection de la fibrillation atriale est devenu un enjeu de santé publique, car il va bien falloir définir les cibles des populations auxquelles on va s'adresser. Est-ce qu'on va s'adresser à tout le monde? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on va s'adresser à des patients à risque de développer une fibrillation atriale, mais comment les caractériser? Est-ce qu'on va s'adresser à des patients âgés? C'est la grande question qui est posée. Et je termine sur cette première question de Serge en disant que le dépistage opportuniste de la fibrillation atriale, je cite les recommandations par la prise de pouls, nécessite probablement dans une proportion élevée de cas une caractérisation d'une population à risque, c'est-à-dire essentiellement des patients de plus de 65 ans. Et bien sûr, il est fondamental d'interroger les dispositifs implantés et les défibrillateurs implantables de façon à détecter ces épisodes donc, de tachycardie atriale, les fameux ARE, donc les épisodes d'hyperstabilité atriale à haute fréquence. Et vous voyez que la recommandation est un 1B. Donc, vous voyez, la réponse est un peu longue, pardonnez-moi, mais je voulais vraiment que d'emblée, vous reconnaissiez la complexité du problème, mais en même temps, finalement, dès qu'on a détecté une fibrillation atriale, on sait le patient à risque. Alors, Ariel, on a déjà pas mal de questions. Il y en a une qui revient, c'est à propos de ces fameux épisodes de tachycardie à haute fréquence et de leur signification. Est-ce que ce sont réellement des épisodes, est-ce qu'ils doivent être considérés comme des épisodes de fibrillation atriale avec toutes les conséquences, ou est-ce que ça appelle à une surveillance rapprochée ou à d'autres méthodes de dépistage? Alors, ça va être traité dans d'autres ateliers, heureusement. Vous l'avez compris, ces épisodes d'hyperstabilité atriale, ce sont des épisodes de tachycardie atriale. Le plus fréquemment, c'est de la fibrillation atriale. Plus ces épisodes sont soutenus, prolongés, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, au-delà de 5 minutes, au-delà d'1 heure, au-delà de 12 heures, au-delà de 24 heures, eh bien, au prorata de ces définitions de durée, le risque thromboembolique artériel augmente. Donc, ça veut bien dire, et on va le redire tout à l'heure, que ces épisodes d'hyperstabilité atriale sont bien un marqueur du risque thromboembolique artériel en général, de fibrillation atriale en particulier, et entre les deux, vous voyez, faisant fonction de jambon dans le sandwich, cela permet peut-être de définir le fameux concept de cardiomyopathie atriale, qui serait quelque part un certain degré de remodelage atrial chez des patients qui ne sont pas en fibrillation atriale paroxystique ou a fortiori persistante ou permanente, mais qui pourtant sont exposés à un risque thromboembolique artériel. Retenez simplement que ces épisodes, plus ils sont nombreux et plus ils sont soutenus, plus le risque thromboembolique artériel est élevé. Alors, toujours dans le même esprit, une question sur la charge en fibrillation atriale. Est-ce qu'il faut la quantifier? Comment on peut la quantifier? C'est aussi un élément qui revient dans ces recommandations. Oui, c'est là encore une question centrale pour laquelle je n'ai pas de réponse univoque. Vous avez compris qu'on fait le grand écart entre des concepts physiopathologiques et des concepts cliniques. Donc là, je vous rappelle qu'on a migré d'un paradigme où on considérait la fibrillation atriale sur un tracé électrocardiographique comme étant le signe d'une fibrillation atriale à un concept où un certain nombre de dispositifs vont caractériser une hyperstabilité atriale à risque thromboembolique artériel, mais malgré tout à moindre risque qu'une fibrillation atriale, entre guillemets, clinique. Alors, ce qui rend difficile les choses, c'est finalement quand va-t-on s'arrêter? C'est-à-dire que à qui va-t-on vraiment réserver le diagnostic de fibrillation atriale infraclinique? Comment on va le faire? Avec quelle fréquence? Il y a grosso modo deux populations. Il y a la population des patientes et des patients qui ont un dispositif implanté. Celles-là et ceux-là seront interrogés régulièrement. Et donc, si on caractérise
des épisodes itératifs avec une charge prolongée, une durée de fibrillation atriale particulièrement prolongée dans le nictémère ou dans la répartition et dans la répétition d'un jour sur l'autre, ben, ce sont des équivalents de FA chez des patients peut-être qui avaient des FA méconnus. Donc ça, ce sont les patientes et les patients qui ont des dispositifs implantés. Et puis, il y a une autre population que j'essaie de vous décrire rapidement, mais qu'on va redéfinir tout à l'heure ensemble, qui serait la population à laquelle on pourrait s'adresser et chez lesquels on essaiera de mettre en place un certain nombre de dispositifs, le moins lourd possible, bien sûr, pour détecter ces fibrillations atriales. On a parlé de l'âge de plus de 65 ans. Peut-être qu'il faudrait affiner cela avec des facteurs de risque cardiovasculaire qu'on va discuter tout à l'heure, avec peut-être des modifications de la géométrie de l'oreillette ou du ventricule gauche, peut-être et surtout, vous l'avez compris, chez des patients qui ont présenté un événement thromboembolique artériel, par exemple les fameuses AVC de cause indéterminée, les ESUS, c'est-à-dire les infarctus cryptogéniques de cause potentiellement embolique, pour lesquels on sait que la fibrillation atriale est la première source d'infarctus cérébral après 65 ans, mais vous le savez, dans une proportion élevée de cas, le patient hospitalisé pour un AVC en neurologie vasculaire va sortir dans à peu près 40% des cas avec un diagnostic d'AVC inexpliqué. Alors, ce sont ces patients qu'il faudra cibler pour traquer la fibrillation atriale avec tous les dispositifs que vous avez en tête, depuis le Holter, plus ou moins prolongé, jusqu'au dispositif Holter implantable, Revive, et entre les deux, on peut imaginer toutes les formes intermédiaires en cours d'investigation. Donc, vous voyez, finalement, il y a trois populations, les dispositifs implantés, les patients à risque cardiovasculaire et les post-AVC de cause indéterminée. Merci Ariel, merci, mais on voit d'emblée, après ce premier chapitre qui devait être simple, que finalement, ce n'est pas si simple que ça. Et un des nouveaux concepts, finalement, de ces recommandations, c'est de passer du trouble du rythme à une maladie globale avec ses complications, ses facteurs de risque, et puis l'implication en termes d'incidence, de prévalence de tout cela. Est-ce qu'on a des données épidémiologiques aujourd'hui sur ce qu'on pourrait appeler, je sais bien, c'est pas le moment d'en parler, une nouvelle épidémie? Ben, en fait, Serge, tu as mis le doigt dans un engrenage qui est que nous, cardiologues, c'est-à-dire tous nos collègues qui nous écoutent, sont frappés par la similitude, pour ne pas dire plus, le caractère un peu tautologique du profil des patients en fibrillation atriale et le profil des patients ayant les fameuses insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée. Alors, à nos étudiants, on dit que l'un est la cause de l'autre ou que l'autre est la conséquence de l'un. Mais enfin, quand on décrit les facteurs de risque de l'un et qu'on voit le caractère homothétique de beaucoup de ces facteurs de risque avec l'autre, on peut se poser des questions. Alors, je vais vous montrer ça sur 3 diapositives. Déjà, regardez quelles sont les conséquences d'une fibrillation atriale. Alors, il y a ce risque de mortalité que l'on a caractérisé ici dans les recommandations, multiplié par un facteur de A3. Donc ça, c'est un intégrateur malheureusement du risque en général, parce que la mortalité, c'est l'issue fatale d'un certain nombre de comorbidités et ou de complications. Le risque d'AVC, on en a parlé longuement, on va en reparler tout à l'heure. Et puis, il y a l'insuffisance cardiaque. Bien sûr qu'on a en tête la dysfonction systolique du ventricule gauche, mais pas seulement. Alors, dans la définition, y compris des scores de risque, l'insuffisance cardiaque a comme équivalent la dysfonction systolique du ventricule gauche. Et donc, vous voyez que finalement, on a l'entièreté du spectre de l'insuffisance cardiaque, depuis la préservée, qui a toutes les similitudes que je vous ai décrites avec l'AFA, et la dysfonction systolique VG, dont on sait qu'un des éléments pronostiques est malheureusement le passage en fibrillation atriale. Et puis, les autres conséquences, vous les connaissez, elles sont lourdes. Le déclin cognitif par les hypersignaux dans la substance blanche et le risque d'AVC accru. Probablement que la fibrillation atriale est un cofacteur de risque de démence et pas seulement vasculaire, car on voit bien que dans les études épidémiologiques, il y a des données solides, y compris dans la prévention de tout ou partie de ces démences ou ces déclins cognitifs avec les traitements anticoagulants oraux directs. On vous en reparlera. Et puis après, vous imaginez bien, et puis je termine là-dessus sur cette diapositive, le retentissement sur la qualité de vie. On va le voir tout à l'heure quand on va évaluer le patient. La qualité de vie est altérée,
les patients ont des syndromes anxio-dépressifs, il y a un surrisque d'hospitalisation avec un taux élevé d'hospitalisation. Donc, vous avez compris que c'est une comorbidité. Puis, rappelez-vous de quelques chiffres redoutables. La prévalence, donc, elle est croissante avec l'âge. Et puis, vous avez bien compris que les vieillissements, en général, et les facteurs de risque liés au vieillissement ou non sont des cofacteurs de risque. N'oubliez pas qu'un patient sur 3 après 55 ans, en particulier les hommes, va faire une fibrillation atriale dans les 30 ans de vie qui lui restent. Et puis, il y a quelques variations à la fois géographiques et aussi liées au genre, au sexe, avec un surrisque chez l'homme, un surrisque chez les caucasiens. Et vous voyez la carte en rouge à droite de ce surrisque de fibrillation atriale chez nos amis américains, en grande partie lié, entre autres, aux facteurs de risque métaboliques et au surpoids. Et encore pour enfoncer le clou sur cette question, rappelez-vous donc que la fibrillation atriale est un phénomène épidémique, tu l'as rappelé Serge, et je vous ai mis sur la courbe de droite la projection en Europe, dans l'Union européenne, entre 2016 et 2060, et vous voyez qu'il va y avoir un quasi doublement du nombre des patients en fibrillation atriale. Et donc, mes chers collègues, chers amis, nous allons être confrontés à un phénomène épidémique. Est-ce qu'on a des données en France, Ariel? Alors, on a des données, on avait publié avec Jean-Yves Lezé il y a quelques années des données, mais tu sais, Serge, on s'appuie beaucoup sur les bases PMSI, ouais. Et donc on a du mal à être certain que le diagnostic principal est bien l'AFA. On considère qu'il y a entre 800 000 et 1 200 000 Français en fibrillation atriale, mais je t'en prie, ne me demande pas le taux de complication et les différences en fonction des âges ou du sexe, car c'est un casse-tête chinois pour nous dans les hôpitaux d'extraire ces informations. Pour vous faire sourire, il manque dans 20% des cas le poids corporel dans les dossiers de mon service. Alors, pour t'embêter, alors finalement, on a une question qui est de savoir quel est le poids de la fibrillation atriale dans la morbimortalité cardiovasculaire totale. C'est une question redoutable à laquelle je ne peux pas répondre linéairement, bien que j'ai préparé cette question, parce que quand j'ai regardé dans la littérature, il est pratiquement impossible de prendre la fibrillation atriale isolée, indépendamment du diabète, un tiers des cas, de l'hypertension, 70% des cas, de l'insuffisance cardiaque, 33% des cas, de l'AVC, 10% des cas, etc. Et donc, y compris dans les modèles que tu as en tête, bien sûr, Serge, socio-économique, quand on défend l'idée d'une réduction de la charge pour la société de la prise en charge précoce de la fibrillation atriale, on n'arrive pas à lester d'un poids spécifique la fibrillation atriale. Je suis incapable de te donner un pourcentage pour une FA isolée. On peut imaginer simplement qu'entre la maladie coronaire, qui se complique dans un tiers des cas de fibrillation atriale, dans l'insuffisance cardiaque, 30 à 60% des cas, dans l'hypertension artérielle, jusqu'à 20 à 30% des hypertensions avec HTA, des hypertensions avec fibrillation atriale, tu imagines le poids que peut avoir le mot-clé fibrillation atriale en co-association avec un autre déterminant. Donc oui, probablement, notre collègue qui a posé la question a en tête la charge pour la société. Dans les recommandations américaines et dans les ART statistiques que sortent les Américains tous les ans et qui viennent d'être mises à jour, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars qui sont liés donc à tout ce qui est autour de la fibrillation atriale, y compris ce que l'on va voir tout à l'heure, les cofacteurs de risque, la prise en charge des apnées du sommeil, etc. Oui, alors, c'est une excellente transition parce que là, maintenant, on va passer dans le chapitre suivant sur cette stratification du risque et ces nouveaux concepts que nous propose l'ESC, à la fois CC pour confirmer, caractériser, et puis ABC sur lequel je vais te laisser avancer parce que c'est réellement un concept de globalisation qui transforme notre manière de percevoir la maladie. Je crois que je vois bien ce problème quand on rédige des recommandations d'une année sur l'autre. Je pense que les rédacteurs, et je pensais à Laurent Fauchier qui a contribué de façon importante à cette rédaction, ont pris le temps de réfléchir parce qu'il fallait vraiment évoluer dans le paradigme. Alors, je vais décliner tout ça rapidement, mais tu l'as rappelé. Hein, donc, CC,
confirmé, caractérisé, on l'a fait tout à l'heure ensemble. ABC, ben, c'est en gros le A pour le traitement anticoagulant, ça sera traité dans ces webinaires. Le B de better, c'est qu'il faut gérer les symptômes, on va le voir tout à l'heure. Et le C de care, c'est, moi je l'interprète comme les comorbidités cardiovasculaires. Alors on y est. On va aller beaucoup plus vite parce qu'une fois qu'on a caractérisé ces trois termes, on peut appliquer ce raisonnement et je vais le faire devant vous en décortiquant ce qui est écrit dans les recommandations. Vous voyez, donc il y a 4 grands items. Il y a donc l'item AVC, je vais vous en parler à gauche. Il y a l'item sévérité des symptômes, c'est important. Il y a l'item qu'on a discuté déjà ensemble, qui est la charge en FA. Et enfin, il y a l'item qui est beaucoup plus récent et beaucoup plus moderne et beaucoup plus intéressant pour les morphologistes dont je fais partie, qui est quel est le substrat et quelle est la sévérité. Alors, je vous rassure, on va aller assez vite. Le score de risque, voilà le score de risque CHA2DS2-VASc. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler la signification du score CHA2DS2-VASc. Par contre, je voudrais que vous ayez en tête, dans ces 2 diapositives moins lisibles, qu'il y a une trentaine de scores de risque clinique. Et Serge, au téléphone, me disait, mais je ne comprends pas, Ariel, pourquoi vous n'intégrez pas dans les scores de risque ce que nous, cardiologues, au quotidien, nous prenons en considération, en particulier la taille de l'oreillette gauche. Pourquoi est-ce que vous n'en tenez pas compte? Eh bien, parce que, vous l'avez compris, la taille de l'oreillette, c'est à la fois compliqué, puisqu'il faut l'acquérir, il faut que tout le monde ait accès à une imagerie, et d'autre part, il faut se mettre d'accord sur des valeurs seuil. Alors que hypertension, une fois qu'on a dit qu'un patient est hypertendu, traité ou non, il est hypertendu. Une fois qu'on a dit qu'il est insuffisant cardiaque, il est insuffisant cardiaque. Donc, je vous ai mis, et vous le regarderez tranquillement, sur cette diapo et la suivante, tous les CHA2DS2-VASc, votre pain quotidien. Vous avez vu qu'il a été modifié à plusieurs reprises, en prenant en considération d'autres paramètres, par exemple la fonction rénale. Et là, dans les autres scores, que sont les scores Atria ou par exemple le score ABC, alors on a franchi un cap. Le cap qui a été franchi, c'est d'intégrer des biomarqueurs dans la définition du risque chez ces patients. Parce que on a compris qu'il n'est pas anodin pour un patient en fibrillation atriale d'avoir une élévation des peptides natriurétiques. Ça traduit un certain degré d'étirement myocitaire atrial et ou ventriculaire, et donc un certain degré de dysfonction cardiaque. Et pareil pour la troponine. Le fait qu'elle soit élevée, ça traduit une souffrance myocardique et un certain degré de nécrose apoptotique des cardiomyocytes. Donc, retenez simplement que le score CHA2DS2-VASc reste un très bon intégrateur au quotidien, mais la prédiction du risque d'événements thromboemboliques, si on regarde le fameux score C qui permet de dire dans quelle proportion de cas on va vraiment reconnaître le patient à risque, n'est que de 0,70, c'est-à-dire qu'on se trompe dans un certain nombre de cas en disant qu'un patient qu'il a un score CHA2DS2-VASc qui est bas et qu'il est à faible risque. Et donc, maintenant que vous avez ça en tête, vous voyez que le point 2, qui est sévérité des symptômes, eh bien, c'est l'application de l'échelle proposée par l'ERA lors des recommandations de 2016 précédentes. Eh bien, vous voyez, hein, c'est comme n'importe quelle symptomatologie fonctionnelle. On va du patient asymptomatique au patient handicapé en passant par les formes légères, intermédiaires, sévères. Et vous voyez que la symptomatologie fonctionnelle, je vous l'ai résumé, hein, les patients, dans 2 tiers des cas, se plaignent de palpitations, ce qui veut bien dire que dans 1 tiers des cas, ils sont asymptomatiques. Ils se disent asthéniques, mais c'est aspécifique. Ils se disent dyspnéiques, mais ça peut être lié au surpoids, etc. Troisième facteur qui est important, alors je vous ai mis la recommandation pour les sévérités, vous voyez qu'il faut évaluer les symptômes, c'est une recommandation 1C, et il faut bien sûr évaluer ces symptômes, en particulier après une réduction de fibrillation atriale. La charge en FA, troisième notion du fameux 4S, c'est le 3e S du 4S. Vous voyez que la prise en charge donc d'un patient en fibrillation atriale dans le temps est très bien résumée par cette diapositive qui a d'ailleurs été empruntée à l'école canadienne, à Stanley Lattel, qui montre bien que la charge, vous voyez qu'un patient qui est en FA permanente, la charge est de 100%. Quand on est en FA persistante récidivante, la charge, elle est entre N et 100%. Et puis en paroxystique, la charge est bien sûr bien moindre, mais je vous l'ai dit, et j'espère vous avoir convaincu, plus le temps passé en FA est prolongé, plus le caractère récidivant des FA paroxystiques est fréquent, donc élevé, et plus le risque de complications
est élevé. Quatrième notion très importante, que je vais décliner en 2 diapositives, c'est la recherche du substrat. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais un peu vite, c'est la notion de cardiomyopathie atriale. Alors, soit on raisonne de façon triviale en disant qu'un patient qui est en FA, l'oreillette gauche se dilate et va finir par dysfonctionner. Vous savez, le fameux AF begets AF, l'un provoque ou favorise l'autre. Soit on raisonne de façon un peu moderne en se disant que peut-être qu'avant que le patient passe en FA, il va y avoir un certain nombre de notions qui vont s'appliquer à cette oreillette qui est probablement malade, un remodelage anatomique, un remodelage moléculaire, un remodelage électrophysiologique qui vont aboutir à un remodelage anatomique et un remodelage fonctionnel en amont du passage en fibrillation atriale. D'où le rêve d'intervenir à ce stade-là. Et là, on voit bien que le substrat, il est extrêmement varié. C'est un traité de cardiologie. Vous voyez, on peut parler de tout, depuis la maladie valvulaire, l'insuffisance cardiaque, la maladie coronaire. Je vais vous en faire grâce, bien sûr. Il y a des facteurs prédisposants génétiques. Il y a, on l'a dit, le sexe masculin. Il y a l'âge, on en a parlé, probablement le profil caucasien versus non caucasien. Et puis il y a le diabète. Bref, vous l'avez compris, le substrat veut dire qu'il y aura à un moment une gâchette qui, sur cette oreillette qui est quand même malade, peut-être cette fameuse dysfonction atriale qui est maintenant détectée par des techniques de plus en plus modernes. Vous voyez, on peut faire des recherches de biomarqueurs. Je vous ai caractérisé finalement les oreillettes à risque, aussi les biomarqueurs en imagerie. Et je vous reprends là la recommandation de l'ESC. Et vous voyez qu'on peut avoir une approche finalement multimodale au sens large de la dysfonction atriale, depuis donc les palpitations jusqu'à l'apparition de la fibrillation atriale. Et entre les deux, il va y avoir cette fameuse cardiomyopathie atriale que l'on peut caractériser par la fibrose en IRM, par la déformation, le strain en échocardiographie Doppler, et puis plus tardivement par la dilatation de l'oreillette évaluée en échographie, en IRM en particulier. Et vous voyez que demain, c'est-à-dire aujourd'hui avec ces nouvelles recommandations, on ne peut plus se contenter d'un score clinique. Il va bien falloir affiner un peu notre approche de la définition des FA à risque. Alors, Ariel, quelques questions. Tu nous as parlé de substrat, tu parles de facteurs de risque. Est-ce la même chose? C'est une autre manière d'exprimer la même problématique? Et puis, j'irai un peu plus loin. Est-ce que si on intervient sur le substrat, sur les facteurs de risque, je pense au syndrome d'apnée du sommeil, je pense à l'obésité, est-ce qu'on peut éviter le passage en fibrillation atriale? Oui, c'est redoutable les questions que nous posent nos collègues qui sont connectés. Ils ont tout de suite vu la faille dans ma présentation qui correspond à cette ambiguïté. Et d'ailleurs, ce sera un exposé que je ferai dans quelques temps auquel je réfléchis, mais rassurez-vous, pas pour un webinaire, qui est est-ce que les différents facteurs de risque ou les comorbidités, si vous préférez, vont aboutir à un remodelage différentiel de l'oreillette? Est-ce qu'il y a certains facteurs de risque qui, par exemple, dans le diabète ou dans le surpoids, provoquent donc une surcharge adipeuse dans les myocytes atriaux à l'origine d'une fibrillation atriale ou d'un risque accru? Ce sont les travaux de Stéphane Athème qui l'ont montré. Est-ce que dans, par exemple, les apnées du sommeil, c'est l'hypoxie qui va modifier, en gros, les caractéristiques électrophysiologiques des cellules avec un surrisque d'hyperstabilité atriale, comme l'avait montré il y a quelques années Jean-Yves Lehezet? Est-ce que l'âge, par l'infiltration adipeuse, par la fibrose, par l'amylose, ne vont pas contribuer à modifier ce fameux substrat atrial? Donc, vous l'avez compris, ce qui est compliqué, c'est de scinder en deux ces entités, puisqu'on voit bien qu'elles interagissent. Alors, on peut imaginer le schéma suivant, rapidement. On peut imaginer, premièrement, une certaine prédisposition génétique. Deuxièmement, on peut imaginer l'intervention d'un certain nombre de facteurs de risque qui vont commencer à modifier la géométrie ou la fonction de l'oreillette et l'auricule. Le patient est en rythme sinusal. Ensuite, on peut imaginer l'apparition des fameux épisodes d'hyperstabilité atriaux
sur cette oreillette qui n'est pas normale, qui est fibrotique, qui a des altérations du strain, altération de la géométrie, altération de la fonction, altération peut-être de la morphologie de l'auricule gauche, le patient est toujours en rythme sinusal. Et si on agit là, Serge, ça répond à ta question, peut-être qu'on peut non pas forcément éviter le passage en FA, mais au moins éviter les complications ou en partie les complications de l'AFA. D'où cette idée qui a été développée d'une intervention pharmacologique précoce, par exemple dans les AVC de cause indéterminée, avec les AOD, chez les patients pour lesquels on pensait que la source de l'infarctus cérébral était une fibrillation atriale infraclinique, mais tu le sais, Serge, les 2 études publiées sont négatives. Oui. Sauf dans un cas, dans l'étude Navigate, je te rappelle, qu'il y a un sous-groupe de patients qui bénéficient des AOD, c'est le sous-groupe de patients avec oreillette gauche dilatée. Donc, on le tient, notre concept. Le concept, c'est vraiment qu'il y a une dysfonction atriale assez précoce sur laquelle on pourrait agir et donc peut-être éviter tout ou partie des complications. Alors, merci de revenir à cette oreillette gauche. Ça nous tient à cœur depuis longtemps, ça. Et on a d'ailleurs 2 questions à l'imageur que tu es. Est-ce que, en mesurant ça, mais tu y as répondu, en mesurant certains paramètres à l'écho au niveau de l'OG, on peut être plus précis sur la survenue du risque? La première question. Et la deuxième, est-ce qu'une atteinte des veines pulmonaires est un phénomène précoce? Alors, là encore, c'est une question redoutable, hein, parce que ça fait un peu plus de 20 ans qu'on y travaille, comme tu le sais, Serge, et pour le moment, je dois vous avouer que je n'ai pas grand-chose à vous proposer. Alors, rapidement, pour ne pas me défausser, hein, on peut partir de paramètres un peu triviaux, la taille de l'oreillette, c'est un bon prédicteur du risque de passage en fibrillation atriale, mais peut-être c'est un peu tardif. Il vaudrait mieux prendre un volume plutôt qu'une surface, et la surface est encore mieux que le diamètre. Oubliez les diamètres, parce que même si ça reste corrélé à un risque de passage en FA incident, cette fois-ci, ce n'est pas un très bon prédicteur. La masse du ventricule gauche, Serge, et la fraction d'éjection du ventricule gauche sont des bons prédicteurs du risque de passage en FA. J'espère que je ne vous ai pas perdu. C'est-à-dire que ces paramètres que je viens de vous décrire, taille de l'oreillette, masse du ventricule, fraction d'éjection, sont à la fois des prédicteurs du passage en FA et des prédicteurs des complications de l'AFA. Donc, ça serait intéressant de les intégrer dans notre raisonnement. Alors, on a essayé, nous, par des paramètres en échographie œsophagienne, mais c'est un peu lourd. Mais bien sûr, on pourrait regarder la conséquence de la dysfonction atriale qui est la stase, qui est finalement le phénomène qui va malheureusement précéder la thrombose et donc le risque embolique artériel. Mais tu vois, Serge, on ne peut pas imposer un examen morphologique invasif ou semi-invasif pour avoir ces caractéristiques. Mais de vous à moi, on a trouvé des choses incroyables dans les scores CHA2DS2-VASc à 0. On a trouvé que dans un tiers des cas, il y avait un certain degré quand même de dysfonction de l'oreillette ou de l'auricule. Et puis entre les deux, peut-être que le strain de l'oreillette gauche sur lequel on travaille beaucoup dans mon équipe, mais également dans d'autres équipes, je sais qu'Erwan Donal travaille aussi beaucoup là-dessus, peut-être que l'on va arriver à avoir des paramètres un petit peu plus précoces de dysfonction en amont finalement du remodelage qui pourrait permettre de prédire le passage en FA. On sait par exemple que dans les AVC de cause indéterminée, j'en parlais tout à l'heure, hein, les paramètres de strain sont altérés bien avant que l'oreillette gauche ne se dilate. Donc, j'aurais tendance à dire à mes collègues, faites le plus souvent un strain de l'oreillette gauche, en particulier quand l'oreillette n'est pas dilatée. Et peut-être que vous allez un peu, voyez, avoir un biomarqueur morphologique du risque de passage en FA. Mais peut-être c'est un peu spéculatif. Hein. En 2 mots, parce qu'on dépasse, mais ce n'est pas grave, c'est passionnant. En 2 mots, est-ce qu'il y a un cut-off pour le strain de l'oreillette? Oh là là, mais vous n'avez que des bonnes questions. Eh bien, au moment où je vous parle, la réponse est non. Il n'y en a pas. Alors, Laurie Soula-Dufour, qui travaille dans mon équipe, a passé 1 an à Chicago et donc elle a commencé à y travailler. On espère vous faire des propositions car avec Stéphane Attel, nous avons créé un consortium international et Alban Redeuil pour l'IRM pour essayer de vous aider à avoir des paramètres validés versus IRM et versus surtout événements. Donc, soyez patients. Une valeur de strain normale de l'oreille gauche est au-delà de moins 30, c'est plutôt moins 30, moins 40. Alors, on a l'impression, nous, dans l'équipe, c'est Laurie qui me parle de ces résultats tous les jours, que
assez précocement, on arrive à mettre en évidence des anomalies du strain de l'oreillette gauche. Mais pourquoi est-ce que je n'ose pas vous donner une valeur? D'abord parce qu'il n'y en a pas vraiment publié, mais ensuite, rappelez-vous qu'il y a des grosses différences entre les vendeurs parce que les algorithmes qui sont utilisés pour la détection des contours ne sont pas les mêmes. Et puis, j'ai fini en vous disant qu'aujourd'hui, la plupart des constructeurs ne proposent pas de logiciel dédié à la caractérisation du strain de l'oreillette, mais c'est plutôt dérivé le strain du ventricule sur l'oreillette, et ça, on n'en veut pas. Et donc, je vous demanderai d'être un peu patient, et on va arriver avec beaucoup d'autres équipes françaises, je l'espère, avec des paramètres qui vont être dérivés d'algorithmes dédiés. Donc, pour le moment, strain de l'oreillette gauche, utilisez ce que vous avez, mais pour le moment, je ne peux pas vraiment vous proposer de valeurs certaines. Et c'est pareil en IRM. Alors, ouais, justement, nos collègues sont là, intarissables. Est-ce qu'une IRM en T1 mapping, c'est un moyen de diagnostic précoce? Patience, patience, patience. Patience encore. Je ne peux pas en dire plus. Allez, on va avancer. On va avancer pour, allez, rapidement, décortiquer un peu plus loin cet ABC. Le fameux concept que je trouve hyper intéressant, je voulais rapidement décliner et ça va me permettre de vous faire une synthèse rapide dans quelques instants de tout ce que j'ai essayé de partager avec vous. Alors, le traitement anticoagulant pour la prévention des AVC, plus personne ne discute le fait que l'on diminue de 70% au moins le risque d'AVC. On ne va pas rentrer dans le débat parce que vous aurez 7 autres webinaires qui vont traiter de ce sujet, heureusement pour vous. Mais enfin, la fameuse querelle, si jamais il y a eu querelle entre les AOD et les anticoagulants oraux conventionnels, n'est plus une querelle, comme on dit vulgairement, la messe est dite. Donc le traitement anticoagulant, quel que soit l'âge, on va vous le démontrer dans ces ateliers. Olivier Hanon l'a montré récemment, au-delà de 85 ans, le bénéfice clinique net est en faveur des anticoagulants. Donc arrêtez d'avoir peur, comme dirait le pape. Il faut traiter les patients par anticoagulant en scorant le risque ischémique et en évaluant le risque hémorragique. Deuxièmement, les symptômes doivent être contrôlés. Il faut donc d'une part les évaluer correctement et ensuite ralentir la fréquence cardiaque, c'est impératif et rapidement. Et ensuite, il faut vraiment discuter la stratégie de contrôle du rythme qui récemment, ça a été montré par nos amis rythmologues très récemment, il a été montré qu'une intervention contrôle du rythme contribuait à réduire la mortalité. Et donc, on est revenu sur nos concepts qui étaient que réfléchissons bien avant de récuser un patient pour une stratégie contrôle du rythme. C'est une prise en considération de très nombreux éléments cliniques, morphologiques et électrocardiographiques. Et puis, on en a longuement parlé, les comorbidités doivent être corrigées absolument, sinon ça devient illusoire de prévenir les épisodes de récidive. Et donc, il va bien falloir travailler sur ces comorbidités. Je vous ai fait un petit schéma que j'ai emprunté aux recommandations. Corriger le surpoids, bien sûr, corriger les apnées, corriger l'hypertension artérielle, recommander l'activité physique. Mais mes chers amis, quand ne faut-il pas avoir d'activité physique? Ça diminue toutes les tares que l'on peut avoir par ailleurs, ça diminue la mortalité, le cancer, de tout cancer confondu, ça améliore tous les paramètres cardiovasculaires. Bien sûr, corriger une dyslipidémie, arrêter de fumer. Vous l'avez compris, ce sont d'authentiques éléments à prendre en considération pour corriger une fibrillation atriale et surtout pour prévenir la récidive. Et je vous l'ai mis dans un schéma, vous voyez, qui a été pris dans ce très beau texte des recommandations que je vous invite à lire, 125 pages, qu'on a essayé de vous résumer dans ces 8 sessions que Serge a organisées pour vous. Il va donc bien falloir agir sur les facteurs cardiovasculaires, on les a énumérés, qui sont des facteurs de risque, sur bien sûr le mode de vie et aussi bien sûr sur tout ce qui peut être des facteurs précipitants comme la dysthyroïdie et enfin bien penser que la maladie pulmonaire peut malheureusement être une maladie cardiaque. Et puis, je vous l'ai dit, tenir compte de l'âge, mais ne jamais récuser un patient pour une prise en charge à cause de l'âge. Tenir compte du sexe, mais ça ne change rien. On ne va pas sous-traiter les femmes parce qu'elles ont une prévalence moindre. Et n'oubliez pas cette notion de prédisposition génétique. Suivante, et ça sera ma dernière diapositive, j'ai essayé donc de résumer tout ce que je vous ai dit dans ce petit tableau qui résume 125 pages. Donc, première étape, je vous l'ai dit, confirmer la fibrillation atriale
sur un tracé de plus de 30 secondes. Deuxièmement, la caractériser, on l'a dit, FA symptomatique ou asymptomatique, FA clinique, infraclinique. On a parlé des FA persistantes, paroxystiques, permanentes. Vous êtes obligé, encore une fois, de cocher la bonne case. Deuxièmement, le fameux 4S, donc évaluer le risque d'AVC avec le score, évaluer la sévérité des symptômes, car il va falloir les suivre dans le temps, évaluer le temps passé en fibrillation atriale, c'est un élément important et parfois essentiel pour évaluer le risque thromboembolique artérielle au long cours, et puis le substrat. On a passé beaucoup de temps à en parler. N'oubliez pas que chacun des facteurs de risque ou des comorbidités peut contribuer avec un mécanisme différent à modifier cette propension qu'a l'oreillette de devenir fibrillante. Et n'oubliez pas, je vous en prie, ce concept de la cardiomyopathie atriale, cher au cœur de beaucoup maintenant d'électrophysiologistes, qui permettrait un peu d'intégrer cette notion que l'on peut agir en amont de la fibrillation atriale. Et enfin, le traitement anticoagulant, la gestion optimale des symptômes par une discussion au cas par cas de la nécessité ou non de contrôler le rythme de nos patients. Et enfin, la prise en compte cardiaque, l'artériopathie des membres inférieurs, facteur de risque. Donc voilà les messages essentiels. N'oubliez pas la charge pour la société. Un patient sur 3 de plus de 55 ans fera une fibrillation atriale. Et puis, cette interrogation sur à qui ne pas maintenant proposer une détection de la fibrillation atriale. Là aussi, il faut qu'on reste raisonnable. Pour des raisons de coût sociétal, on ne pourra pas multiplier à l'infini ces détections. Il va donc bien falloir réfléchir à la définition des populations à risque qu'il faudrait absolument détecter. Merci beaucoup, Ariel. Merci de cette analyse d'un chapitre et d'une partie de loin très compliquée de ces recommandations. Merci de les avoir analysées à la lumière de ton expérience, de ta culture en la matière. Merci au laboratoire Bayer pour leur soutien institutionnel à ce programme. Il me reste, avant que l'on vous quitte, de vous montrer le programme des prochains épisodes. Le 25 mars, j'aurai le plaisir de recevoir Jean-Claude Deharaud pour revenir sur le dépistage, sur les patients chez lesquels il faut dépister. Et puis, nous avons donc 8 webinars qui vont vous permettre de mieux comprendre, mieux analyser. Je vous rappelle que ces webinars pourront être revus sur Cardio Online et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, Serge.